Pour beaucoup, Rochefort est avant tout la ville de l'Hermione. Cette frégate qu'utilisa au XVIIIe siècle le marquis de Lafayette pour apporter le soutien de la France aux insurgés américains et qui fut reconstruite à l'identique ici même durant 17 ans. Mais la ville est beaucoup plus que cela. Aujourd'hui, c'est en compagnie de Denis Rolland, historien, auteur, que je vais découvrir les secrets de cette cité au destin hors du commun. C'est une ville de brassage permanent, dès le XVIIe. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui vont, qui viennent. Je vous emmènerai également dans un lieu unique en France, un site du Musée national de la Marine consacré à la première école de médecine navale et tropicale au monde. On y forma, durant plus de 250 ans, les chirurgiens embarqués sur les navires. Le fondateur de cette école voulait vraiment accroître la population de chirurgiens à bord. Et pour lui, c'était vraiment important qu'un homme d'équipage puisse vraiment avoir ses connaissances de soignant pour améliorer les conditions sanitaires à bord. Le temps d'un détour en Charente-Maritime, j'aimerais bien comprendre comment Rochefort, situé à 20 km de l'océan, s'invente en permanence un destin maritime. Arriver à Rochefort en longeant la Charente s'impose comme une évidence. Car autant le dire, sans ce fleuve, la ville n'existerait pas. Chargé par Louis XIV de relever la marine de guerre, Colbert choisit en 1666, un peu contre toute attente, un modeste hameau charentais au milieu des marécages pour créer de toutes pièces un gigantesque arsenal. Denis Rolland, rochefortais d'adoption, qui fut durant 15 ans conservateur au musée de la Marine, est sans aucun doute l'un des plus fins connaisseurs de cette incroyable histoire. Bonjour Denis. Salut Eric. T'as vu, on t'a réservé un temps Rochefortais. Influence océanique, c'est ça? Eh oui, la mer est partout ici, elle est même dans le ciel. Je vais te lancer un petit défi pour commencer. Allez. Si tu devais choisir un endroit, un monument, pour résumer l'incroyable destin de cette ville, ce serait lequel? Alors ça, c'est pas une question difficile. C'est la Corderie, bien sûr, c'est vraiment la tour Eiffel de Rochefort. C'est le premier bâtiment qui est construit dans l'Arsenal en 1666. Alors c'est un monument aux dimensions quand même assez exceptionnelles, il y a une raison à cela. C'est une raison technique. Et ça paraît étonnant, mais c'est une usine en fait. Et pour faire les plus grands cordages, il faisait 200 mètres de long, ce qui fait qu'il faut partir avec des fils de chanvre qui font 300 mètres. Mais c'est aussi un bâtiment de prestige, avec cette immense façade très ornée, beaucoup plus que nécessaire. Il y a une raison un peu politique à cela quand même. Plus que politique, c'est-à-dire qu'on voit à la fois Colbert et Louis XIV. C'est-à-dire Colbert, lui, il veut produire, il fait de l'économie et de la richesse, et puis le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la gloire et du prestige, c'est son métier. Hein. Et donc ça, cette grande façade qui donne sur la Charente, l'Arsenal et la Corderie en particulier, elle est faite pour être abordée par le fleuve. C'est le fleuve l'acteur central de toute l'histoire de Rochefort. Alors d'ailleurs, dans le livre que tu as écrit, Brève histoire de Rochefort, ville Arsenal, ta première phrase, c'est Rochefort est la fille du fleuve et la déraison. Alors pourquoi la déraison? Avoir maintenu cet arsenal qu'on veut fermer au bout de 30 ans, hein, pour des raisons de logistique infernale et puis de désastres sanitaires accessoirement, on l'a quand même maintenu. C'était pas très raisonnable non plus, mais ça a donné naissance à des innovations qui elles-mêmes sont un peu déraisonnables. Et puis plus près de nous, reconstruire la Corderie, c'est une idée un peu folle. Dans le même mouvement, quelques années après, construire une réplique de l'Hermione, c'est une idée un peu folle. Et cette espèce de mélange de solidité, de fonctionnel, d'industrie, de militaire, et en même temps de fantaisie, c'est le mélange de l'État qui veut et de l'environnement qui s'en fiche. Bon, on va faire un tour de la ville que tu connais bien. Ah bah avec plaisir. Allez, on y va en vélo. Je suis, si j'y arrive. J'ai l'impression, Denis, de circuler dans une ville très géométrique, une ville d'ingénieurs. Ah ben c'est la capitale mondiale des priorités à droite, à angle droit ici. Hein. C'est une ville qui est créée probablement à Versailles, hein, dans un des bureaux de Colbert, on ne sait pas exactement, avec une idée
aussi d'État qui va venir contrôler les choses. Cette ville nouvelle, est-ce qu'elle va attirer beaucoup de monde? On pense qu'il y a, dans les années qui précèdent la fondation, il y a à peu près 400 habitants à Rochefort. Et quelques années après, ils sont 15 000. Donc c'est monstrueux comme afflux de population. Et rien n'est vraiment prêt pour les accueillir. Pendant des années, c'est des cabanes en bois, des cayennes comme on dit ici. C'est de la gadoue, c'est de la boue. C'est pas une vie facile, hein. Et très rapidement, ça a une double réputation de désastre sanitaire d'une part et de cauchemar logistique d'autre part. L'arsenal, très vite, on a voulu le fermer. Parce que ça ne marchait pas, c'était une absurdité en fait de mettre un arsenal ici. Mais il a été sauvé par sa capacité d'expérimenter, d'inventer. Ici, c'est innove ou crève en fait. Donc là, tu vois, on est dans un endroit très particulier de Rochefort. On est tout près de la Corderie, hein, on est vraiment près du centre. Et en même temps, c'est un endroit qui n'a pas encore vraiment été concerné par la rénovation de l'arsenal. Et c'est l'avenir, c'est là que c'est en train de se jouer maintenant. On est passé tout à l'heure dans l'endroit où le magasin aux vivres, hein, qui était l'endroit où on préparait toutes les rations du marin. Je peux te donner 2-3 chiffres hein, sans t'accabler. Vas-y. Pour un vaisseau où il y a à peu près 750 hommes à bord, il faut 200 000 litres d'eau, 100 000 litres de vin, ça c'est intéressant ça. Il faut 50 tonnes de farine, parce qu'on faisait du pain à bord, 14 tonnes de salaison. Ici, on abattait les animaux pour les besoins des marins. Et puis à la fin de l'arsenal, bah, tout ça ferme. Jusqu'à très récemment, où là, il y a un collectif de citoyens et la collectivité qui se sont mis ensemble et qui sont vraiment en train de se faire, en train de réfléchir à un projet nouveau pour ce lieu. Tu me fais découvrir? Allez. Ah, tu vois, je t'emmène dans l'atelier bois. Et bienvenue. Bonjour. Et on va rencontrer Christophe, Salut. Bonjour Christophe. le facilitateur du projet du Clos. Il est bien placé pour en parler. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Ici, c'est un lieu foisonnant extraordinaire, porté par des bénévoles, essentiellement. On construit ensemble un projet. Et donc, tous ces bénévoles-là, ils font vivre au quotidien un esprit de partage, de transmission, de création, de mutualisation des connaissances, des compétences, mais aussi des outils de travail. C'est un lieu où on travaille et aussi on se divertit. Ouais, parce que le lieu est grand. Il y a quoi? Il y a d'autres endroits où il se passe des choses, par exemple, en ce Il y a moment? plein d'endroits, ça fait à peu près 2000 m². Ah ouais. Alors là, tout n'est pas utilisé pour le moment, il va y avoir des travaux. Mais pour le moment, donc là, on a à peu près 200 m² d'un atelier bois. Il y a des ateliers arts plastiques, il y a des ateliers couture, il y a une salle de spectacle où on fait des concerts et des activités théâtrales, avec une cuisine et un bistrot. Il y a aussi des espaces de réunion. Voilà, et on utilise aussi les espaces extérieurs. Alors aujourd'hui, il fait un petit peu mauvais, mais l'été, on fait tout un tas de concerts et d'activités à l'extérieur. Tu fais partie de l'association. Qu'est-ce qui t'a attiré, toi, dans le projet? Ici, c'est un peu aujourd'hui le laboratoire des utopies de Rochefort. Hein. Et si on voit ça un peu dans la longue durée, l'utopie, elle traverse aussi toute cette histoire militaire et industrielle. Quelque chose à réinventer. On réinvente ici une relation entre les gens, une relation au travail, une relation avec le public. C'est très ambitieux et c'est très joyeux. Comment ne pas y aller? L'association Le Clos, c'est le Rochefort d'aujourd'hui, mais j'ai l'impression que cette envie d'entreprendre, ça fait partie de l'ADN de la ville. Ce besoin de rêver dans une ville fonctionnelle, il est fort. Ce besoin de rêver dans une usine militaire, il est fort. On a gardé quelque chose de ça, je pense, confusément. Ici, il y a quelque chose de très unique, de très singulier, et c'est ça aussi qu'on veut mettre en avant et continuer à faire vivre. Je vous emmène maintenant dans un endroit totalement surprenant, qui raconte là encore comment Rochefort s'est fabriqué son destin maritime. Voici les imposants vestiges de l'hôpital de la Marine. Construit à la fin du XVIIIe siècle, c'était alors le plus moderne du royaume. C'est un endroit que je trouve absolument incroyable. L'hôpital est maintenant désaffecté. Il va être prochainement transformé en appartement. Et c'est dans l'un de ces pavillons qu'a été installé le musée de l'école de médecine qui, elle, a été fondée en 1722, ce qui en fait, écoutez bien, la plus ancienne école de médecine navale et tropicale au monde.
Alors voilà, Eric, je voulais te présenter deux œuvres majeures de notre collection. Ce sont les deux panneaux d'artériologie et de nervologie complète. Alors, pour bien comprendre, c'est tout le réseau des artères et tout le réseau nerveux. Mais c'est quoi? Ce sont des vraies artères et des vrais nerfs? Oui, oui, tout à fait. En fait, ce sont deux corps humains qui ont été entièrement disséqués, dont les chairs ont été méticuleusement enlevées, ôtées, pour rendre visible l'ensemble du réseau artériologique et nerveux de ce corps humain. Finalement, ça incarne vraiment l'objectif pédagogique de cette école et de la collection qui est rassemblée autour de nous. En tout cas, cette pièce était absolument incroyable et elle est unique. Hein. Il n'y en a pas d'autres comme ça, ni en France, ni en Europe, ni dans le monde. Non, non, non. En tout cas, pas conservés de cette manière-là. Et nous, aujourd'hui, on les appelle nos chefs-d'œuvre anatomiques parce que vraiment, ce sont nos deux jocondes, on va dire, de cette collection. Certaines pièces peuvent aujourd'hui peut-être même heurter certaines sensibilités. Je pense notamment au squelette d'enfants mal formés. Mais il faut bien comprendre, encore une fois, comme tu l'expliquais, que c'est un support pédagogique. C'est fait pour sauver des vies, in fine. Oui, les collections ont été constituées pour répondre aux différentes disciplines qui étaient enseignées à cette époque. On a par exemple les collections anatomiques, mais on a également des collections de zoologie, de botanique, avec des droguiers qui rassemblent toutes les plantes qui servaient pour fabriquer des remèdes. Et bien sûr, ces remèdes devaient être administrés par ces chirurgiens qui avaient aussi des compétences donc, de médecins à bord. J'aperçois dans ces vitrines des centaines d'instruments de chirurgie, hein, dont beaucoup sont encore utilisés aujourd'hui. Qui étaient ces chirurgiens formés durant plus de 250 ans dans cette école? Il fallait avoir 14 ans. Savoir lire et écrire, ce qui permettait déjà de faire un peu le tri dans les couches sociales de la population, et surtout ne pas avoir de difformité au niveau des mains. D'ailleurs, le mot utilise la racine du mot kyros, qui en grec veut dire main. La formation durait 4 ans, ce qui est assez court finalement. Alors initialement, avant que cette formation n'existe, les seuls soignants qui étaient recrutés faisaient souvent partie de la corporation des barbiers. Donc on se dit bien, en imaginant leurs compétences, que justement les soins ne devaient pas être très performants à bord. Et c'est aussi pour ça que Jean Cochon-Dupuy, donc ce premier médecin du port basé à Rochefort au début du XVIIIe siècle, souhaite fonder une école de chirurgie et d'anatomie et une formation officielle. C'est-à-dire, si je comprends bien, il emmène avec lui des étudiants, comme aujourd'hui on peut voir des internes visiter les patients dans des chambres d'hôpital. Oui, des cours devant les patients au chevet du malade sont dispensés. Et ce qui était une première. Oui, oui, tout à fait. Ce qui est une première, aussi bien en matière de pédagogie qu'en matière d'organisation de l'enseignement de cette école. Finalement, c'est le premier centre hospitalier universitaire qui naît ici, donc nos CHU contemporains qui trouvent leurs racines ici à Rochefort. Alors là, nous sommes dans la bibliothèque de l'école de médecine navale, deuxième lieu dévolu à l'enseignement de la chirurgie et de la médecine. Et je t'ai sorti quelques pièces qui vraiment incarnent la richesse de cette collection. Donc par exemple ici, tu as un atlas d'anatomie qui est très ancien puisqu'il a été édité au tout début du XVIIe siècle et il présente à travers différentes planches anatomiques le corps humain, ses différentes myologies, donc l'étude des muscles. Tu vois que les corps sont mis en scène en plus, hein. On rentre vraiment à l'intérieur du corps et ces chirurgiens qui bien sûr connaissaient très bien l'anatomie du corps humain n'étaient pas que des chirurgiens anatomistes. Ils étaient aussi des scientifiques avec des disciplines et des connaissances beaucoup plus larges sur leur environnement. Et là, je t'ai sorti par exemple la flore des Antilles, donc une flore médicinale qui a été publiée, dessinée à partir des observations. Ah, tu me parles des Antilles, c'est pas la banlieue de Rochefort quand même. D'où viennent ces connaissances? Oui, alors c'est vrai que ces chirurgiens de marine, ils n'étaient pas formés pour travailler ici. Leur objectif, c'était de partir en mer, soit dans des campagnes militaires, soit dans des voyages d'exploration. Et d'ailleurs, je t'ai sorti un atlas. Je connais, la Pérouse. La Pérouse, donc là, un grand voyage. Quelle période? Fin du XVIIIe siècle.
Et donc, dans cet atlas, ce qui est intéressant pour nous, là, aujourd'hui, c'est que, au-delà des planches, là encore, que l'on peut imaginer trouver dans un atlas de voyage, comme des cartes, on a aussi des dessins qui permettent de documenter ce qu'ont pu voir, ou en tout cas ce qu'ils nous ont légué de leurs souvenirs, les voyageurs et navigateurs sur ces bateaux. Ce qui est magnifique à travers tout ce que tu m'as montré, c'est qu'on comprend à quel point Rochefort a voyagé dans le monde entier. Oui, alors Rochefort a vraiment un destin maritime ancré dans son patrimoine, dans son histoire. Et c'est vrai que tous ces trésors qui sont sous nos yeux aujourd'hui nous permettent encore de rêver la mer de mille manières. C'est en centre-ville que je retrouve Denis Rolland, qui tenait absolument à me faire découvrir une maison d'édition et une imprimerie pas comme les autres, les Petites Allées. Une institution qui existe depuis 1 siècle et demi, reprise il y a 15 ans par Michel, imprimeur de métier, et Nathalie, éditrice passionnée de livres. Tu vois, Eric, ça aussi, c'est très Rochefort. Ça, on vient d'entrer dans une maison du centre-ville, hein, pas loin de la place Colbert. La façade, honnêtement, elle n'a rien de particulier. Hein. Mais quand tu rentres, tout d'un coup, tu as tout un univers qui s'offre à nous. C'est un des plus vieux ateliers de typographie du département, en fait. Et il y a ce mélange de traditions anciennes et en même temps de gens qui continuent de fabriquer des choses très créatives pour nous aujourd'hui. Alors explique-moi, Michel, ce qu'est exactement la typographie, ses spécificités. Eh bien, comme vous pouvez voir ici, c'est l'impression et des caractères en plomb. Donc, c'est comme Gutenberg, c'est exactement le principe. C'est ce qu'on appelle la composition. Et on va faire comme ça, partir mot à mot, on va bâtir des textes et des pages, et puis après des livres. Mais alors, je vois des caractères partout autour de nous. T'as une idée de combien tu en as au total? Alors, on a à peu près 300 tiroirs de lettres, donc de caractères différents, d'à peu près toutes les tailles. Donc chaque fois qu'on ouvre un tiroir, on a de quoi composer n'importe quel texte avec la ponctuation, les chiffres, les espaces, le blanc entre les mots. Toi qui es amoureux du patrimoine, c'en est un ici. Hein. Ah bah ça fait pas le moindre doute, mais encore une fois, c'est du patrimoine et du savoir-faire réunis. Et ça, je suis sensible à ça. Moi. Nathalie, pour vous, un livre, ce n'est pas quelque chose de dématérialisé. Ah non, pour nous, un livre, c'est un objet. C'est quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut sentir, qu'on peut manipuler, qui fait du bruit, d'ailleurs, aussi. Bon, il y a quand même un contenu qui est immatériel. C'est toujours un texte à l'intérieur d'un objet. Alors, vous avez en plus des objets, puisque c'est le terme que tu emploies, et c'est assez étonnant, notamment les livres, comment on appelle ça, les livres à poster, c'est ça? C'est oui. Quoi le principe? On les a fait au format qu'on pouvait faire ici sur place dans l'imprimerie. Ouais. Et on les a fait petits, donc on les a fait plats. Et on s'est dit, on peut les poster, donc on les vend avec une enveloppe. Avec l'enveloppe, carrément. Oui. Ah, Voilà. C'est quand même séduisant, cette idée qu'on envoie à quelqu'un un texte, mais en plus qu'un objet, le mot te parle, hein, toi, Denis. Ici, tout est fait avec amour. Hein. C'est fait avec amour, c'est envoyé avec amour, c'est lu avec amour. C'est pour ça aussi qu'on est toujours happé par ce lieu et puis par Nathalie et Michel qui le font vivre. Denis le disait, c'est une maison d'édition ici. Quelle est ta ligne directrice? Comment tu choisis? Alors donc je ne choisis que des choses que j'aime, soit que je les trouve dans le patrimoine, soit avec la rencontre d'un auteur contemporain, ce qui arrive de plus en plus souvent. On a cette collection, par exemple, la collection Pour dire une photographie. Alors c'est quoi le principe? Alors le principe, c'est qu'on a pour cette collection un directeur de collection qui connaît des photographes et des auteurs et qui les met en regard, qui propose une photo à un auteur. Donc il y a la photo et voilà. Le texte qui a été inspiré par cette photo à un auteur. Voilà. Ah, c'est beau.
Et alors la dernière collection, qu'est-ce que c'est? La dernière collection, ben, c'est celle où on a, voilà, c'est celle-ci, c'est celle dans laquelle on a publié ce très joli petit livre. Je le connais parce que je l'ai lu, texte de Denis Roland, Rochefort, brève histoire d'une ville arsenal. C'est un texte qui est un peu court, ça t'a obligé à la concision. C'est un travail très difficile, la concision. C'est difficile, mais c'est salutaire pour les grands bavards comme moi. Et puis c'est le moment de dire, voilà ce qu'on a compris après 15 ans de travail au musée de la Marine. Qu'est-ce qu'on veut retenir? Quelles sont les grandes lignes de force? Qu'est-ce qui est le plus important dans ces 350 ans d'histoire maritime? Merci Nathalie, merci Michel. On va vous laisser parce que je crois que Denis, tu tiens absolument à m'emmener à un endroit pour terminer l'émission. Oui, je vais t'emmener dans le cœur battant de la ville, qui est aussi un endroit qui va faire plaisir aux cinéphiles et aux amoureux de la musique. J'en fais partie, merci. Allons-y. Je te suis. Au revoir. Au revoir. Alors ce fameux film, ce sont les Demoiselles de Rochefort qui nous accueillent sur cette place, réalisée par Jacques Demy, musique de Michel Legrand. C'est un film qui compte, hein, je crois, pour toi. Ah bah c'est un film qui compte pour la ville, pour l'histoire de la ville, pour les Rochefortais, pour moi aussi. Parce que non seulement, encore aujourd'hui, c'est un film culte, connu dans le monde entier, qui porte l'image de la ville. Elle est filmée, on la voit énormément, c'est un des acteurs du film, hein, la ville. Et puis le nom même de Rochefort est dans le titre, donc on ne peut pas la rater, Rochefort, quoi. Le tournage a lieu tout l'été 66, en plein air. C'est-à-dire que tous les Rochefortais, pendant 3 mois, ils vont croiser des stars, ils vont entendre Catherine la musique. Deneuve d'Orléac, Jane Kelly. Georges Chakiris, hein, on est après West Side Story, c'est une star mondiale, enfin. Et tout ce petit monde se promène tout naturellement dans le centre-ville. Il y a la musique de Michel Legrand toute la journée. Et on l'a hein, dans la tête dès qu'on l'entend. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, mi fa sol ré do. Toutes deux demoiselles ayant une. Il y a beaucoup de Rochefortais qui vont faire de la figuration, qui vont participer. Et il y a des gens qui étaient plutôt des enfants hein, à l'époque, qui encore aujourd'hui racontent à quel point ça a été une parenthèse enchantée comme ça dans cette histoire un peu dure, quoi, qui était celle de la vie de Rochefort à ce moment-là. Alors tu connais très bien le film, toi. Je t'ai préparé un petit quiz. Oh oh. Catherine Deneuve, Françoise d'Orléac, nous sommes deux sœurs jumelles. Ce sont bien elles qui chantent dans le film, vrai ou faux? Non. Il n'y a que Daniel Darieux qui chante réellement sa partition. Bravo. Catherine Deneuve aurait aimé, était un peu vexée, hein, je crois, parce que Demy a dit non, ça va pas. Tous les volets de cette place avaient été repeints par le chef décorateur qui avait même pensé repeindre un bâtiment mythique de la ville. C'était lequel? Le pont transbordeur, parce que en fait, le transbordeur, c'est très important dans le choix de Rochefort par Jacques Demy, parce qu'on s'est beaucoup interrogé, mais pourquoi il choisit cette ville pas terrible, en fait? Aujourd'hui, on voit toute sa beauté, mais en 66, il fallait quand même être un sacré artiste pour voir ça. Hein. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il avait besoin d'une place, parfait, place Colbert. Et puis, je pense aussi qu'il a vu quelque chose dans cette ville, dans ces perspectives-là, où il pouvait, lui, faire des mouvements de caméra qui l'ont beaucoup intéressé. Lui, c'était un enchanteur. Il a vu dans cette ville ce que personne n'avait jamais vu. Et on est tous héritiers de quelque chose, de cette vision enchantée qu'il avait, lui. Et c'est peut-être ça, en fait, qui fait aujourd'hui la grande particularité de cette ville. Vivre à Rochefort, c'est aussi vivre un peu dans le rêve de Jacques Demy. Moi, ce que j'aime bien, en fait, dans Rochefort, c'est qu'elle a été pensée au niveau de l'État par Colbert, par Louis XIV, par le successeur, comme quelque chose d'assez sévère, de très orthogonal, une fondation militaire. Et ici, que ce soit la nature ou que ce soit les gens, il y a une espèce d'impertinence qui vient foutre tout ça par terre. Une espèce d'incohérence dans la volonté d'uniformisation à laquelle moi je suis très sensible. Pour terminer l'émission, je voulais vous faire découvrir l'Acroma, installé dans ce qu'on appelle une forme de radoub, la même où a été construite la réplique de l'Hermione. On connaît bien sûr l'acrobranche dans les arbres, mais ici c'est bien sur un navire reconstitué que l'on peut s'offrir quelques frissons.
L'attraction touristique est bien sûr une référence au passé, à l'histoire de la ville, mais c'est aussi l'innovation d'une société rochelaise à l'initiative de ce projet unique en Europe. Depuis sa naissance, Rochefort est l'expression du plaisir d'entreprendre, du désir de voyage, et je peux vous l'assurer, on a beau être à 20 km à l'intérieur des terres, on sent bien qu'ici souffle l'air du grand large.